Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer aujourd'hui le premier cours concernant la prise en charge du SDRA. Donc, on va voir aujourd'hui ensemble le diagnostic et la physiopathologie du SDRA comme en première partie. En fait, c'est quoi le SDRA? Donc, le syndrome de détresse respiratoire a été décrit comme une entité pour la première fois en 1967. Donc, c'est une forme très sévère de la défaillance pulmonaire aiguë consécutive à une altération de la perméabilité capillaire. Donc, c'est un problème lésionnel au niveau de la membrane alvéolaire par opposition à l'OAP cardiogénique et l'OAP hémodynamique qui sont en rapport avec une modification des pressions de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire. C'est une pathologie qui est trop grave et qui met en jeu le pronostic vital. Qui dit SDRA dit obligatoirement donc le recours à la ventilation mécanique. Donc, il est caractérisé d'une part par une lésion de la membrane alvéolo-capillaire et d'autre part par une inflammation aiguë avec un œdème lésionnel qui va entraîner une insuffisance respiratoire aiguë. Même si le taux de mortalité du SDRA au cours de ces dernières années, il a diminué vu l'amélioration de la qualité de la prise en charge et surtout les nouvelles techniques de la ventilation mécanique et des traitements adjuvants. Donc, il reste toujours à haute mortalité avec des morbidités et des séquelles. Avec donc chez les survivants, on a noté une faiblesse musculaire, l'évolution dans plusieurs cas vers la fibrose pulmonaire avec une incapacité fonctionnelle et une baisse de la tolérance à l'effort. Et surtout, ce qu'on a vu ces 2 dernières années pendant la pandémie du Covid, avec une vraie semblable séquelle pulmonaire et surtout la fibrose pulmonaire. Comme définition, donc comme j'ai déjà dit, donc c'est l'ensemble des manifestations cliniques, radiologiques et physiopathologiques qui va donner une inflammation intense avec une hyperperméabilité capillaire à réponse à différentes agressions aiguës du parenchyme pulmonaire. Donc, un SDRA, donc, on a une lésion qui peut être d'origine, agression d'origine pulmonaire, intrinsèque, ou bien extrinsèque extrapulmonaire, un phénomène inflammatoire. Tous les deux, il y a une décharge de cytokines avec implication des cellules inflammatoires qui vont engendrer une lésion de cette membrane alvéolo-capillaire, augmentation du passage du liquide à travers cette membrane pour se trouver avec un œdème interstitiel et alvéolaire avec des lésions endothéliales et épithéliales. Le tout va se manifester par un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. Donc, c'est une lésion de la membrane alvéolo-capillaire avec donc un comblement alvéolaire par du liquide et des cellules inflammatoires. La nouvelle définition du SDRA Berlin 2012, donc il va réunir un ensemble des éléments cliniques, biologiques et radiologiques. Donc c'est un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë qui évolue depuis une semaine ou bien moins, avec des hypacités bilatérales qui sont visibles sur l'imagerie thoracique, avec un œdème dont la participation hydrostatique n'est pas prédominante, avec une hypoxémie qui va être caractérisée par un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 300. Donc, en fonction de ce rapport gazométrique, on peut définir 3 catégories de SDRA. Le SDRA est caractérisé comme léger lorsque le rapport est entre 200 et 300. Il est modéré lorsqu'il est entre 100 et 200 et il est sévère lorsqu'il est inférieur à 100. Donc, cette définition, donc, 3 stades, minime, modéré à sévère. Il faut que le signe s'installe moins d'une semaine. Une hypoxémie, avec obligatoirement, lorsqu'on définit cette hypoxémie, notre patient doit être ventilé ou bien des sous CPAP avec une PEP obligatoirement supérieure à 5. Les images alvéolo-interstitielles bilatérales, ce sont des images qui sont périphériques par opposition à l'OAP hémodynamique. On a une prédominance au niveau périhilaire avec, comme vous le voyez ici, donc une altération de la compliance
pulmonaire avec donc un taux de mortalité qui va être augmenté et il va peut-être suivre donc la gravité de cette SDRA. Donc, plus le rapport gazométrique il est bas, plus donc le taux de mortalité va être important. Comme vous le voyez ici sur cette image radiologique, les images de scanner, donc les lésions sont périphériques, à prédominance, donc ne sont pas à prédominance périhilaire par opposition à l'OAP, donc cardiogénique et hémodynamique de façon générale. Sur le plan éthiopatogénique, on a dit que c'est une lésion, c'est une agression pulmonaire qui peut être d'origine que ce soit intrinsèque ou bien extrinsèque. Donc, cette agression, donc, il peut être secondaire à une atteinte pulmonaire par un agent viral, bactérien ou bien atypique. Donc, tous les pneumopathies, que ce soit virales ou bien bactériennes ou bien des germes atypiques, peut évoluer à un stade vers le SDRA et l'OAP lésionnel, ce qu'on a déjà vu pendant ces 2 dernières années, et c'est la pandémie du COVID, donc c'était une pneumopathie virale. L'inhalation du liquide gastrique, donc l'inhalation, surtout dans les accidents de la voie publique, avec un traumatisme crânien, ou bien toute lésion qui peut engendrer donc une perte altération de l'état neurologique avec donc risque d'inhalation. Donc, toutes ces situations-là peuvent s'accompagner d'un tableau d'SDRA. Les noyades, l'embolie graisseuse ou bien l'embolie amniotique, l'embolie graisseuse au cours des fractures des isolants en particulier, avec donc migration de ces acides gras au niveau de la circulation. Donc, ils vont s'attaquer à la membrane alvéolo-capillaire pour donner un OAP lésionnaire. Les conditions pulmonaires au cours de traumatisme thoracique, donc l'inhalation du fumée ou bien toxique, et l'hémorragie intra-alvéolaire. Donc, tous ces phénomènes-là peuvent engendrer un SDRA qui est à point de départ intrinsèque, à point de départ pulmonaire. Donc, l'autre type d'agression, donc, il peut être d'origine extra-pulmonaire. Les états septiques, donc les sepsis graves, parce qu'il y a une décharge de cytokines inflammatoires. Donc, il peut s'attaquer à la membrane alvéolo-capillaire. Les tralées au cours des transfusions, donc on peut avoir une lésion au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, les transfusions multiples, les états de choc, les pancréatites, donc c'est pas une simple donc, maladie localisée, donc c'est une maladie généralisée et c'est ce phénomène inflammatoire, il peut toucher donc le poumon, donnant ce qu'on appelle le poumon de pancréatite au cours des CEC, circulation extracorporelle, les brûlures étendues et les polytraumatisés, vu les réactions inflammatoires. Tous ces éléments-là peuvent s'accompagner d'un OAP de type lésionnaire d'origine extra-pulmonaire. Donc, sur le plan pathologique, donc on a une altération de la membrane alvéolo-capillaire, inondation alvéolaire par un liquide de type exudatif, par opposition à l'OAP hémodynamique. Donc, c'est un liquide qui est riche en protéines et en éléments cellulaires. Et cet liquide va donc avoir une évolution en 3 phases. La première phase qui est exudative, profilative et l'installation de la fibrose. Sur le plan physiopathologique, donc altération de la membrane alvéolo-capillaire, infiltration par les cellules mononucléaires avec une réaction inflammatoire intense, atteinte de la microvascularisation, avec laquelle il va s'ajouter une inactivation du surfactant par une atteinte des pneumocytes de type 1, donc atteinte microvasculaire, donc il y a une libération des cytokines inflammatoires, en particulier les interleukines 8 par les macrophages, qui vont activer ces polynucléaires. Ces polynucléaires, une fois se trouvent activés, vont engendrer des lésions épithéliales et vasculaires, en particulier une altération des pneumocytes de type 1 et de type 2 avec une activation du surfactant qui va engendrer un dysfonctionnement du mécanisme de résorption de l'œdème alvéolaire. Donc, c'est toute une cascade de réactions inflammatoires par différents mécanismes. Donc, plusieurs cellules inflammatoires qui vont être impliquées avec libération de ces cytokines inflammatoires qui vont engendrer une atteinte au niveau donc, de cet épithélium alvéolaire, les pneumocytes de type 1 et aussi bien les pneumocytes de type 2, et avec altération de la qualité de surfactant qui va exposer au risque donc de collapsis et d'atelectasie alvéolaire. Donc, cette cascade-là, les macrophages, les cellules endothéliales qui vont être lésées sur l'action des polynucléaires qui se trouvent activées. Donc, ces polynucléaires, une fois activés, ils vont libérer donc des protéases
qui vont s'attaquer à la membrane alvéolo-capillaire avec activation donc, de la coagulation, avec donc installation, donc une altération de la balance fibrinolytique et de fibrogenèse qui vont aboutir à des lésions fibrosantes. Et tout ce phénomène inflammatoire va finir pour se généraliser vers les différents organes de l'organisme pour se trouver dans un tableau de défaillance multiviscérale. Donc, un SDRA, à point de départ pulmonaire, il va évoluer vers un tableau de défaillance multiviscérale secondaire à cette cascade de réactions inflammatoires et l'intensité de ce processus inflammatoire. Donc, la première phase, c'est au cours de la première semaine, c'est l'altération du pneumocyte du type 2, la formation d'un œdème riche en cellules et en protéines, avec altération du pneumocyte du type 1 et 2, pour donner donc un collapsus alvéolaire avec des atelectasies. Pour donc la deuxième phase, c'est la phase proliférative. Et cette phase proliférative, c'est sur le plan en fait pratique et prise en charge du SDRA. C'est que ici, on va discuter l'introduction de la corticothérapie afin d'inhiber l'évolution vers la phase de la fibrose, qu'on va les détailler donc dans les cours suivants concernant la prise en charge thérapeutique de l'SDRA. Donc, c'est le moment idéal, c'est au bout du 5e, 7e jour qu'on discute l'introduction de la corticothérapie afin d'inhiber le processus donc évolutif vers la fibrose et bien sûr en dehors de toute infection ou bien une infection qui a été déjà contrôlée après 48 heures d'antibiothérapie efficace. Donc, au cours de cette phase, on va avoir une prolifération de pneumocytes de type 2 avec un dépôt de collagène au niveau des espaces aériens distaux, avec transformation des pneumocytes de type 2 en type 1. La troisième phase, c'est la phase réparatrice de réparation à partir du 10e jour, soit la restitution intégrante de la membrane alvéolo-capillaire et la guérison, soit malheureusement donc l'évolution vers la fibrose pulmonaire. Donc les fibroblastes interstitiels vont migrer dans les alvéoles. Ils se différencient en myofibroblastes. Donc ils vont combler ces alvéoles avec l'installation d'une néovascularisation pour aboutir vers la fin vers un tissu fibreux avec une diminution de la compléance pulmonaire, des pressions qui sont très élevées, gênant ainsi donc la ventilation mécanique. Soit la restitution ad intégrante avec une réépithélisation de l'alvéole et réapparition des pneumocytes de type 1 et type 2, et donc bien sûr amélioration sur le plan respiratoire. Les conséquences, donc, après, donc, on a déjà vu, donc, sur le plan physiopathologique, donc, le SDRA avec cette réaction inflammatoire et cette lésion alvéolaire avec toutes ces manifestations, donc, comblement alvéolaire et donc l'évolution en 3 phases, cet SDRA va avoir des conséquences qui sont de l'ordre respiratoire et hémodynamique. Donc, on commence par des conséquences respiratoires. Donc, on va avoir une réduction du volume pulmonaire aéré. Donc, ces alvéoles-là, on a des alvéoles qui vont être lésés. D'autres alvéoles qui vont se trouver collabés par l'altération de la qualité du surfactant secondaire à l'altération du pneumocyte type 2. Et on parle du concept de baby lung. On se trouve devant un syndrome restrictif avec des diminutions des capacités respiratoires fonctionnelles, diminution de la compliance pulmonaire, on se trouve avec des alvéoles qui sont distendus et des pressions qui sont augmentées. Et celui-là va avoir par la suite une répercussion sur, bien sûr, la ventilation mécanique et sur la prise en charge de l'SDRA. Donc, aussi, on est devant une hypoxémie sévère, donc qui dit SDRA, qui tableau d'insuffisance respiratoire égale avec une hypoxémie sévère. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a des alvéoles. On a des alvéoles qui sont lésés, avec des alvéoles qui sont donc complètement collabés, donc ils ne participent plus au niveau de la ventilation. Donc, il y a un shunt intrapulmonaire, donc des zones qui sont perfusées mais qui ne sont pas ventilées, c'est un shunt intrapulmonaire. On a des alvéoles qui sont encore normales et il y a des alvéoles qui se trouvent distendus. Et ici, donc, le principe de la ventilation mécanique, on va le voir dans les cours prochains,
Donc, d'où l'intérêt de ne pas aggraver donc cette dysfonction et se trouver donc devant une aggravation des lésions pulmonaires initiales par la ventilation mécanique. Aussi, donc dans cette courbe, qu'on va aller voir aussi par détail, donc il va voir donc la différence entre un poumon sain et un poumon qui est en SDRA sur le plan au niveau des pressions, au niveau des voies aériennes en fonction du volume. Donc vous le voyez, donc un poumon qui est lésé, donc il y a donc une diminution nette des volumes avec une augmentation des pressions par rapport donc à un poumon qui est sain. Aussi bien, il y a donc l'HTAP. L'HTAP, au cours de l'SDRA, en fait, il est multifactoriel. D'une part, il y a une obstruction du lit pulmonaire par le processus inflammatoire et par la CIVD. Il y a aussi compression de ces capillaires-là par de l'œdème qui est déjà constitué et la destruction alvéolaire. Troisième mécanisme, il y a la vasoconstriction pulmonaire. Donc, il y a l'obstruction et la CIVD. Il y a la compression extrinsèque de ces capillaires-là et il y a la vasoconstriction. Donc, cette vasoconstriction pulmonaire, elle peut être soit d'origine hypoxique, bien sûr, soit d'origine non hypoxique secondaire à les médiateurs inflammatoires. Et qui dit HTAP, donc, dit une surcharge systolique sur le ventricule droit avec une défaillance hémodynamique et retentissement hémodynamique du ventricule droit. Et il faut savoir que les patients qui ont atteint de SDRA, on a presque dans 30% des cas une défaillance du ventricule droit avec installation d'un cœur pulmonaire aigu. D'où l'intérêt de faire des monitorages hémodynamiques spécifiques afin d'évaluer donc ce retentissement. Et comme monitorage hémodynamique, donc, il y a plusieurs monitorages. Donc, le monitorage hémodynamique, il va servir pour évaluer la fonction cardiaque droite. Il va permettre d'estimer cette fuite capillaire à travers la membrane alvéolo-capillaire. Et il va prédire l'effet du remplissage vasculaire sur le débit cardiaque, mais aussi sur l'aggravation de cet œdème pulmonaire. Comme on dit donc en premier lieu, on a l'échographie cardiaque qui va mettre en jeu donc la présence des signes de cœur pulmonaire aigu avec un symptôme paradoxal, avec dilatation des cavités droites et un rapport VD sur VG supérieur à 0,6. Il permet aussi de détecter est-ce qu'il y a une cause autre cause donc cardiogénique de cette insuffisance respiratoire et insuffisance circulatoire et permet aussi d'évaluer les pressions de remplissage afin toujours de garder un bilan hydrique négatif. Il y a aussi la delta PP, surtout qui a la variabilité qui peut nous renseigner sur donc la précharge dépendance. Il y a aussi donc le PICO qui peut permettre de déterminer l'index cardiaque ainsi que l'index de perméabilité vasculaire et surtout l'eau pulmonaire extravasculaire. Pour finir, donc, faire la part entre un OAP donc, hémodynamique et un OAP lésionnaire, donc sur le plan physiopathologique, donc lésionnaire, c'est une altération de la membrane alvéolo-capillaire. Pour l'OAP hémodynamique, c'est un problème de pression de part et d'autre, donc selon l'équation de Starling, de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire. Généralement, au cours de l'OAP hémodynamique, donc il y a des antécédents cardiaques. Pour l'OAP lésionnaire, généralement, il n'y a pas des antécédents cardiaques. La cardiomégalie, et aussi avec donc généralement un état cardiaque précaire, une cardiopathie ischémique ou bien une cardiopathie hypertensive. Sur le plan radiologique, donc on a des opacités périhilaires au cours de l'OAP hémodynamique. Par contre, alors, au niveau du lésionnaire, on a l'atteinte périphérique. Bien sûr, la PaO2 et l'hypoxémie, elle est sévère et non corrigée par l'oxygénothérapie au cours de l'OAP lésionnaire. Donc, c'est un lien étroit avec la ventilation mécanique. Par contre, au cours de l'OAP hémodynamique, donc, il y a l'oxygénothérapie, il y a surtout la ventilation non invasive qui permettent d'améliorer donc l'état respiratoire. Le débit cardiaque est effondré généralement au cours de l'OAP hémodynamique. Par contre, il peut être conservé au cours de l'OAP lésionnelle. Et la différence artério-veineuse qui est augmentée et il est diminué au cours de l'OAP lésionnelle.